Bienvenue. C'est une situation inédite qui oblige l'ABDC, l'Association béninoise de droit constitutionnel, à se lancer dans une course d'éclairage sur la nouvelle charte des partis politiques et le nouveau code électoral. Professeur Joël Aïvo, président de l'ABDC, ce jeudi à l'ouverture des travaux de la clinique électorale à Cotonou. Le contexte dans lequel intervient cette clinique est un contexte que vous connaissez tous. Il y a une part d'ombre que nous avons le devoir d'éclairer. C'est probablement la première fois que des parlementaires adoptent une loi sans savoir eux-mêmes quelle est l'explication de la loi qu'ils ont adoptée, quelles sont les implications de cette loi, et qu'eux-mêmes ils prennent l'initiative d'aller chercher les explications des lois qu'ils ont adoptées auprès de gens qui n'ont été mêlés ni de près ni de loin à l'adoption de cette loi. Ça veut dire que la situation est inédite, que des délégations de partis politiques se promènent de la Cour constitutionnelle à la Sénat pour avoir l'explication à une loi qu'eux-mêmes ils ont adoptée. C'est bien la preuve que nous avons l'obligation collectivement d'aider à comprendre les situations qui peuvent se présenter dans les semaines et les mois qui viennent. L'environnement reconfiguré du système partisan béninois à la veille des élections législatives, ombre et lumière du nouveau code électoral et les grandes implications politiques de la mise en œuvre du nouveau code électoral. À l'aune de ces thématiques, les experts et les communicateurs ont posé le diagnostic des scénarios noirs d'une implosion pour ne pas dire politico-sociale, liée aux conséquences douloureuses, inévitables. Point d'achoppement des débats, l'article 242 du Code électoral qui encadre la répartition des sièges au Parlement. Pour le professeur Joël Aïvo, cet article est une vraie malfaçon normative qui n'aurait jamais accédé à l'avis juridique de la Cour constitutionnelle, compte tenu du caractère non intelligible donc de cet article. Cette clinique électorale s'est donc muée en tout cas en un espace de réflexion. Principale recommandation en tout cas, la modification consensuelle des lois pour sortir de l'impasse. Nous faisons le débat ce soir avec Alphonse Moïse Soudé. Bonsoir. Bonsoir à vous Joël et bonsoir à tous. Vigile Avancé, bonsoir. Bonsoir Joël, bonsoir à tous. Également dans ce studio, le docteur en droit public Pierre Togbé, membre de l'association béninoise de droit constitutionnel. Bonsoir. Bonsoir cher Joël. Et bienvenue. C'est moi. D'accord. C'est la toute première fois que vous venez dans nos studios? La toute première fois, je découvre un studio qui a du personnel très joyeux, très consensueux et j'en suis heureux. D'accord. Alors, c'est avec vous que j'ouvre cette émission. Alors, pourquoi l'initiative d'une clinique électorale en cet instant précis? Merci, monsieur Joël. Vous savez, depuis 2009 pratiquement, l'Association béninoise de droit constitutionnel contribue de façon déterminée, contre vents et marées, de façon inlassable à la consolidation de la démocratie au Bénin. Plusieurs activités, en fonction des périodes, en fonction des thématiques du moment, se sont déroulées. Vous vous souvenez des grands colloques de l'Association béninoise de droit constitutionnel. Et donc, l'Association béninoise de droit constitutionnel entend, chaque fois que la situation politique le permet, s'accrocher à la situation du moment et éclairer davantage la lanterne des uns et des autres sur le système politique, sur la démocratie béninoise. Et donc, c'est dans la droite ligne des activités que mène l'association que cette clinique électorale a été organisée. Alors, docteur Pierre Togbé, alors, à l'issue, pour ne pas dire les débats, puisque vous avez pris part activement au débat donc, au cours des travaux au niveau de cette clinique électorale, les débats ont porté sur quoi essentiellement? Alors, lorsque l'Association béninoise de droit constitutionnel et la Fondation Rancidel, qui est un partenaire stratégique des actions que mène l'association, et donc lorsque l'association a initié cette clinique, l'objectif visé était de contribuer à la promotion du dialogue politique et à la préservation de la paix et de la stabilité en période électorale au Bénin.
Vous savez, les périodes électorales sont des périodes de tension. Il faut préparer les acteurs, mais aussi les citoyens à comprendre les enjeux, à comprendre les textes de loi qui seront appliqués lors des élections. Et donc, c'est pour préparer tout le monde, pour apaiser la situation, pour présenter les issues possibles de cette période, et bien que l'association béninoise de droit constitutionnel a convié tous les acteurs de la classe politique, les citoyens, à cet atelier. Justement, vous parlez donc des instruments légaux, juridiques qui ont été aménagés pour la circonstance par les députés de la 7e législature pour encadrer l'organisation des prochaines élections au Bénin. Il y a 2 lois qui ont focalisé donc les attentions ce jeudi donc au cours des travaux, la charte des partis politiques et le code électoral. Alors, est-ce que au niveau de l'association, les débats qui ont été menés hier ont pu quand même faire la lumière sur des parts d'ombre au niveau de ces lois-là? Alors, c'est d'ailleurs l'objectif de cet atelier, de ce workshop, d'éclairer davantage. Vous savez, il y a comme un climat d'anxiété actuellement, à la veille des élections. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les acteurs politiques eux-mêmes qui le disent. Le président de l'association disait tout à l'heure que des membres de partis politiques, sac à main, se promenaient d'institution en institution pour demander une explication d'une loi qu'ils ont votée eux-mêmes. Et donc, il y a comme un malaise qu'il faut pouvoir traiter. À défaut de donner la thérapie adéquate, il faut tout au moins dévoiler le mal dont souffre le pays. Et c'est pour cela que cet atelier a été organisé. Justement, parlant de malaise, c'est de quel ordre, de quelle nature? Quand nous prenons par exemple le code électoral, quelles sont les parts d'ombre qui ont été incrustées dans ce code électoral? Alors, les débats se sont focalisés, comme vous le dites, sur le code électoral. C'est vrai qu'on a abordé en même temps la charte des partis politiques, parce que dans le contexte actuel, on ne peut pas comprendre le code électoral sans se référer à la charte des partis politiques. Et donc, les débats ont tourné globalement autour des innovations, en quelque sorte, que ce code a amené, lesquelles innovations constituent actuellement source d'angoisse et d'anxiété. Les débats se sont focalisés, vous l'avez dit tout à l'heure, autour de l'article 242 du code électoral. Et selon les explications des uns et des autres, cet article était la bienvenue, parce que cet article permettrait de regrouper la classe politique. On va peut-être revenir sur les bien fondés de cet article, mais on a observé, et vous étiez là, que beaucoup de personnes s'interrogeaient sur la compréhension qu'on pouvait avoir de cet article. On a vu des institutions elles-mêmes sortir des décisions pour tenter d'expliquer cet article. Autant de choses qui ne rendent pas l'organisation d'une élection sereine. Vous pensez que cette tentative-là de ces institutions habilitées à organiser les élections, vous parlez de tentative, ça voudra dire que vous n'êtes vous-même pas rassuré de cette tentative d'explication des mécanismes du déploiement de cet article 242? En réalité, nous n'avons pas à être rassurés, ou non, par l'explication que donne la Sénat, puisque c'est d'elle qu'il s'agit. La Sénat, ce n'est pas la Sénat d'expliquer les textes de loi. La Sénat est une institution de la République. La République met des lois à la disposition de la Sénat. La Sénat applique les lois. Et pour une fois, il se fait que, face à l'inquiétude, face à l'incompréhension de certains, une institution qui, a priori, n'est pas là pour interpréter une loi, en vienne à apporter une explication. Donc, il y a problème, il y a malaise. D'où la nécessité d'admettre le patient en clinique. Alors, le malaise se situe dans la formulation de l'article, voulez-vous dire?
Oui, peut-être dans la formulation de l'article, mais encore plus dans l'intention du législateur. Vous avez vu lors des débats hier que les législateurs ont voulu expliquer l'intention du législateur. Notamment le député Orden Al-Haddadi, voilà, que nous remercions très sincèrement. Rapporteur de la commission des lois. Que nous remercions très sincèrement. Je tiens à le dire à l'Assemblée, à l'Association béninoise du droit constitutionnel. Chaque fois qu'il y a une activité, quelles que soient les appréhensions sur le thème, quelles que soient les appréhensions sur les acteurs, l'honorable Al-Haddadi est toujours présent. Nous estimons que c'est une preuve de démocratie, d'un démocrate. Il débat, quelles que soient les raisons. Et donc, nous remercions au passage l'honorable Orden Al-Haddadi qui est toujours présent à nos activités. Et donc, l'honorable essayait d'expliquer le fondement ou bien l'intention qui animait le législateur lorsque cet article 242 a été introduit dans le code électoral. Nous espérons que les explications ont fini par convaincre les acteurs et que les gens étaient désormais situés. Mais ce qu'il faut dire, c'est que, vous savez, le président l'a dit hier, une loi n'est pas loi parce qu'elle a respecté les conditions formelles de son édiction. La loi, c'est vrai, elle doit être votée à l'Assemblée nationale. La loi, selon certaines conditions, mais il faut que les finalités de la loi respectent certains idéaux. Justement, le professeur Joël Aïvor, il parlait donc hier d'une vraie malfaçon normative, compte tenu donc du caractère non intelligible de cette loi. Justement. Parce que la loi fixe un seuil de représentativité de 10% pour être éligible à la répartition des sièges à l'issue des élections. Oui. En réalité, ce n'est pas le seuil qui fait que la loi, ou c'est pas cela qui traduit la contrefaçon normative de cette loi. Et qu'est-ce qui explique cela? Si j'essaie d'expliquer les propos du président de l'association, le législateur ne peut pas poser une loi et en même temps neutralise la loi. Vous avez vu toutes les gymnastiques, toutes les formulations que le législateur a dû concéder, a dû faire pour expliquer les situations dans lesquelles on n'aurait pas quatre listes qui viennent au partage des sièges. C'est-à-dire qu'on dit, on va regrouper les partis politiques, on ne veut pas assez de partis politiques, mais on prévoit en même temps, au cas où, voilà, on prévoit. Donc, le législateur n'a pas rendu cette loi-là intelligible. Ce n'est pas en posant un seuil de 10%, non. Ce n'est pas le seuil qui fait problème. C'est que la loi n'est pas claire. Elle n'est pas intelligible, elle n'est pas accessible. La preuve, ce sont les géniteurs de cette loi-là qui demandent l'explication de cette loi. Donc, c'est justement sur cela que le président de l'association expliquait et disait qu'il s'agit d'une malfaçon normative. Végile Avancé, il est une évidence aujourd'hui qu'à l'issue de cette clinique électorale, les scénarios qui se pointent à l'horizon, je vais sortir le mot, des scénarios cauchemardesques finalement, qui présageraient d'une implosion politico-sociale, parce que on expliquait, les experts expliquent que si on applique notamment cet article 242, des députés seraient donc élus, mais n'auront pas le droit de siéger parce que leur liste n'aurait pas atteint les 10%, bien ne figurerait pas dans les 4 premiers qui viendraient à l'issue des élections. Vous voyez que vous êtes vous-même obligé d'expliquer longtemps parce que vous cherchez à savoir ce que c'est, ce que dit le fameux article 242 sans y parvenir. Et même les auteurs, moi je suis heureux d'apprendre qu'il y a au moins un qui s'est présenté, n'est-ce pas, à cette séance hier à l'ABDC pour essayer une explication. Est-ce qu'ils ont compris, les cliniciens qui étaient là? Je n'en sais rien, mais je m'en doute. Un article rempli de sans que toutefois
voyez, on ne comprend pas. L'article est incompréhensible. Pourtant, c'est tout le nœud, n'est-ce pas, de cette élection, la répartition des sièges. Oui, on ne veut plus beaucoup de partis politiques à l'Assemblée nationale. Même ça, je trouve que c'est une fausseté dès le départ. Qu'est-ce que c'est? On a parlé quand même élection, n'est-ce pas? Mais on peut choisir, tous les Béninois, raisonnons comme ça par absurdité, tous les Béninois peuvent choisir, voter pour une seule liste, n'est-ce pas? Ça également, c'est une élection, c'est l'arithmétique, c'est la volonté du peuple. Vous voyez? Bon, on a voulu cadrer les choses, faire... D'accord. Dans ce schéma, si je me fie aux explications du député Jordan Aladati, dans ce schéma, on irait quand même chercher même les autres partis, les exactement, qui ont peut-être 1%, 2%, voilà. 4% pour venir quand même combler le vide. Et donc on aurait péché contre le parti qui a réuni presque... Donc ça, c'est un non-sens du début jusqu'à la fin, de mon point de vue. Et puis, disons les choses clairement. Voyez, le menuisier qui fabrique une chaise sur laquelle on ne peut pas s'asseoir, il est un mauvais menuisier. N'est-ce pas? Le journaliste qui parle, il parle pour ne rien dire, on ne comprend pas. C'est un mauvais journaliste. On peut amener ça. Ce sont de mauvais députés qui ont produit tout au moins de mauvaises lois. Et ici, il s'agit de la responsabilité de ces députés-là. Parce que ce qu'on dit, si vous vous rappelez, on a fait ce débat-là. Je me rappelle, il y a un ami qui me l'a encore rappelé hier matin, où j'étais obligé de me lever et de dire, mais s'ils veulent voter dans cette forme-là, laissons-les faire. Aussi bien pour la charte que le code électoral. Donc, on n'a pas compris comment on peut en arriver à cela. Moi, j'ai lu, et peut-être les auditeurs diraient, mais de quoi parle-t-il? On va partager avec eux. Peut-être il y aurait des génies qui vont nous appeler exceptionnellement ce soir. L'article 42 qui dit « L'attribution des sièges aux différentes listes en présence s'effectue selon le système du quotient électoral. Le nombre de suffrages valablement exprimés est divisé par le nombre de sièges à pourvoir pour obtenir le quotient électoral de la circonscription électorale. Le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par ce quotient électoral et le résultat donne le nombre de sièges à attribuer à la liste. » Ça commence. Les sièges restants sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. Seules les listes ayant recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national se voient attribuer des sièges sans que le nombre de listes éligibles ne soit inférieur à 4. Toutefois, si le nombre de listes en compétition est inférieur à 4, toutes les listes sont éligibles à l'attribution de sièges. Vous y comprenez quoi? On cherche ça depuis septembre que la loi a été votée. Vous me demandez encore. Moi, je n'y comprends rien. Je n'y comprends rien. Bon, oui, de ma modeste position, je pourrais être ignorant, je peux être ignorant. Mais tout le Bénin cherche depuis. Et ça, ce n'est pas la gloire des députés qui ont voté cette loi-là. Ce n'est pas la gloire des députés qui ont été sourds, n'est-ce pas, à tout pour prendre une telle loi. Aujourd'hui, on en est à plusieurs schémas. Est-ce qu'il faut reporter les élections? Est-ce qu'il faut retourner au Parlement? Écrit en français, compréhensible, cet article-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? On en est là. Je dis encore une fois. L'impasse est à nos portes. Non. Moi, j'ai ma solution. Hein. Monsieur Tobé disait tantôt qu'il ne revient pas à la Sénat d'interpréter la loi. Je suis d'accord. Mais c'est elle qui va appliquer la loi. Et il faut bien un schéma pour y aller. Et un schéma sur lequel tout le monde... Je ne vous arrête pas, mais au cours des travaux, il y a eu un acteur politique invité qui disait que sa formation est allée à la Sénat, demandant à la Sénat qu'est-ce qui va se passer. La Sénat dit, bon, même au sein de la Sénat, chaque commissaire avait une interprétation de cet article-là. Mais je vous dis, c'est un désordre comme on n'en a jamais vu au Bénin en matière d'élection. Je vais vous donner un exemple. Vous avez dit, la Sénat a donné son interprétation. Heureusement, ils se sont quand même entendus les 5 pour rendre public ce qu'on a là. Vous voyez?
Mais est-ce que l'interprétation de la Sénat va être l'interprétation de la Cour constitutionnelle? C'est là toute la question. Et donc, qu'est-ce que vous allez observer? Oui, des députés ont été élus, des députés Sénat, puis il y aura des députés Cour constitutionnelle. Le désordre, la crise post-électorale va commencer. Je vais vous donner autre leçon de choses. Difficulté de l'interprétation de cette loi-là. Vous savez que Noureddine Saka Saleh, il a fait un recours. L'audience pour savoir, enfin, la décision de la Cour devrait avoir lieu ce matin. Noureddine s'est présenté normalement, mais on lui signifie alors que c'est jusqu'à 23 h hier qu'on l'a recherché pour lui dire oui, vous êtes attendu pour l'audience à la Cour ce matin. Mais ce matin, il se présente et on lui dit que l'audience est reportée. Allez-vous demander pourquoi l'audience est reportée? Ça suppose que la décision devrait être prête. Vous vous interrogez. Oui, alors, mais je donne la parole. Mais peut-être bien que la décision telle que c'est n'est pas ce qui doit être. Peut-être bien que c'est des difficultés d'interprétation. Peut-être bien que ça s'appelle encore article 242 Made in Benin, député BMP. Malheureusement. Alphonse Moïse a soudé une vraie malfaçon normative. Joël Aïvo a parlé, le professeur agrégé de droit a parlé donc des députés qui ont voté des lois et qui font le tout torche en main en plein midi, et passant de juriste en juriste, d'institution en institution, cherchant l'explication de la loi. On parle aujourd'hui d'un transfèrement du pouvoir de l'électeur à la Cour, puisque la Cour, finalement, c'est elle, excusez-moi, qui finirait par dire ceux qui peuvent siéger au Parlement, alors que l'électeur a désigné ses représentants. Qu'est-ce que vous en dites? Vous savez, c'est ce qui arrive à celui qui cherche à faire du mal à son prochain. Les députés ayant voté ce coup-là se disent avec leurs deux blocs, ils vont avoir les 10%. Ils ont déjà quadrillé le territoire. Et ils estiment qu'il y a des partis qui n'ont d'assises que dans des départements donnés. Et par conséquent, il faut les limiter à ce niveau-là. Mais malheureusement, eux-mêmes n'ont pas compris. Et ça se retourne contre eux. Moi, je donne raison à ceux qui disent que nous avons des députés godillots, n'en déplaise aux députés. C'est là. Moi, avec tout mon niveau de professeur de français, j'ai lu, j'ai dit, en français facile, ça donne quoi? Je n'y comprends rien. Parce qu'on a voulu corser la loi pour détruire l'autre, pour dire, on va empêcher des partis. Parce qu'on dit qu'il y a des partis qui sont seulement spécialisés dans l'Oumé Plateau, il y a d'autres qui sont spécialisés dans les Oukolines, il y a d'autres qui sont spécialisés dans Monokoufo. Nous, on veut des partis parce que les deux blocs vont regrouper des hommes politiques de tout le territoire. Mais aujourd'hui, moi, j'étais gêné de voir des gens s'asseoir devant alors qu'ils ont voté les yeux fermés. Cela prouve que les députés n'ont pas étudié cet article-là à fond. Et on leur a dit... Mais le député Gérard Benoît a refuté cet argumentaire hier, que c'est en toute connaissance de cause qu'il a voté... Vous voulez qu'il dise quoi? Vous voulez qu'il dise le contraire? Quelqu'un a dit, même s'il avait la possibilité de demander aux députés de voter toutes les lois les yeux fermés, il le ferait. La preuve est là. Vous votez, vous passez des nuits blanches, vous étudiez un code et vous votez ce code. Vous vous bombez le torse d'avoir doté la République d'une meilleure loi pour organiser les élections, mais vous vous rendez compte. On parle de tentative de solution. Je vous ai dit la dernière fois sur ce même plateau, l'article 242 pose le même problème que le quitus fiscal. Quand on votait la loi sur le quitus fiscal, on a dit c'est pour les autres. Mais les députés ont 20 maisons, ils n'ont jamais payé les impôts. Maintenant, il faut qu'ils payent les impôts 2016, 2017, 2018 pour les 20 maisons. Ils vont payer des impôts qui vont faire 45 fois les 3 millions qu'il faut donner pour être candidat. Donc, en votant les lois, on n'a pas pensé que cela pouvait se retourner contre soi. Parce qu'une loi qui suscite tant de polémiques est une mauvaise loi. Une loi sur laquelle on n'a pas encore eu une interprétation commune à tout le monde. Chacun interprète la loi en fonction de son background, en fonction de ses intérêts de l'heure, mais les grands juristes n'ont pas pu interpréter la loi. Jusqu'à ce qu'on convoque une clinique. Ça veut dire que cette loi est suffisamment et gravement malade. Et comme l'a dit Vigile tout à l'heure, la Sénat
en fera son interprétation. Et quand on va arriver au niveau de la Cour constitutionnelle, elle en fera son interprétation, qui forcément n'est pas la même que celle des candidats. Et là, c'est une loi à problème. Ça veut dire quoi? Que nous devons, les Béninois doivent savoir désormais qui envoyer parler en leur nom. Qui envoyer au Parlement parler en leur nom. Parce que je ne peux pas comprendre que moi qui ai voté une loi, moi qui ai supposé avoir étudié une loi, aujourd'hui, je m'adresse à quelqu'un qui n'est ni en amont ni en aval du vote de ce loi pour m'interpréter ce que moi-même j'ai dit. C'est grave. Et là, si les députés, ils ont encore une possibilité de se retrouver rapidement pour corriger cet article, ils le feront. Sinon, ils vont en souffrir. Ils seront les premiers à en souffrir. Je vous réponds avec cette idée en même temps opposée hier par le député Orden Nati encore. Il dit que bon, la loi a été votée, c'est une tentative de réponse. On se retrouve aux élections et qu'on va évaluer plus tard les conséquences de cette loi. Docteur Pierre Togbé, est-ce qu'aujourd'hui tout le système est pourri puisque c'est une clinique qui a certainement posé le diagnostic sur le malade? Alphonse parle d'une loi malade. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que tout le système est pourri? Alors, dire que le système est pourri, c'est verser dans du pessimisme. Et ni l'association béninoise de droit constitutionnel, ni le peuple béninois, personne n'envisage un tel scénario. Vous savez, l'objectif de l'association, on a parlé de clinique. Le terme est choisi à dessein. Vous savez, quand on voit quelqu'un qui est visiblement malade, qui souffre qui présente des œdèmes, etc., on sent, on peut amener directement la personne. Mais il y a des gens, rien qu'en regardant leur visage, vous sentez qu'il y a de la maladie. Il y a un palu qui risque de se déclencher à tout moment. C'est exactement la situation dans laquelle nous sommes. Et l'association a voulu prévenir. L'association a voulu susciter le débat pour que les différents acteurs se rendent compte de ce qui peut nous arriver. L'association ne poursuit aucun but. Et l'association ne l'a jamais fait. Et l'association ne le fera jamais. Et donc, c'est pour éclairer davantage. Vous dire, qu'est-ce qui pourrait nous arriver lorsque nous avons une loi qui est incompréhensible, une loi qui suscite tant de remous. Et donc, le diagnostic a prouvé effectivement qu'il y a malaise. Il y a malaise et le malaise est cristallisé dans cet article 242. Mais tout n'est pas perdu. Les débats hier... On est encore en souci? Oui, tout n'est pas perdu. On peut rattraper. On peut rattraper. On est toujours dans la clinique. On peut rattraper. On peut rattraper. Par la volonté des acteurs politiques, on peut rattraper encore ce qui peut être rattrapé. Hier, on a évoqué le fait que à 6 mois des élections, les lois électorales ne peuvent plus être modifiées conformément au protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Mais ce protocole précise, et on ne le dit pas souvent, sauf consensus. Enfin, sans consensus, on ne peut pas modifier. Et donc, c'est tous les acteurs politiques s'asseyent pour dire finalement, qu'est-ce que nous faisons de ce fameux article? Ils s'asseyent, soit ils donnent une interprétation commune à l'article, et tout le monde est fixé, tout le monde sait, parce qu'il faut connaître les règles avant d'aller compétir. Donc, tout le monde est fixé sur les principes, sur les tenants et les aboutissants, et ils sont tous d'accord. Est-ce que, docteur Pierre Togbé, les cliniciens que vous êtes, vous avez eu l'impression que toutes les parties prenantes à ce processus électoral, que ces acteurs-là sont dans la prédisposition d'aller à un consensus? Après, en tout cas, nous le souhaitons vivement à l'association béninoise du droit constitutionnel. Vous avez convié les acteurs de tous bords. Oui, on les a tous conviés et nous pensons que les gens sont de plus en plus conscients de ce qui pourrait nous arriver. Imaginez, Monsieur Joël, vous êtes dans une circonscription électorale. Vous votez pour quelqu'un. On vote pour vous. Et cela a été longuement expliqué hier. À 90%, dans votre circonscription, on a voté pour vous à 90%.
Et vous retournez voir le peuple, ceux qui ont voté pour vous, pour dire que vous ne pouvez pas siéger. Parce que votre parti n'a pas recueilli ce fameux seuil de 10%. Je suppose, ou bien je souhaite que les électeurs comprennent. Mais si les électeurs ne comprennent pas, vous savez, les élections législatives sont les élections qui suscitent beaucoup de tensions. On ne le dit pas souvent assez, mais souvent, les élections législatives suscitent plus de tensions que l'élection du président de la République. Parce que ce sont des élections de proximité. De proximité. C'est-à-dire que celui qui a recueilli 1%, alors que l'autre a recueilli 90%, peut siéger allègrement et narguer l'autre pour dire « oui, c'est moi qui siège ». Donc, c'est pour dire ce qui peut nous arriver, que l'association béninoise a convié les cliniciens de tous bords. Et vous avez vu des députés de la mouvance présidentielle, de la majorité, de l'opposition qui étaient là et qui ont participé au débat. Et donc, nous pensons que tout le monde se met désormais dans la prédisposition et nous espérons que dans les prochaines heures, dans les tout prochains jours... Mais quand vous écoutez par exemple un député comme Gérard Benonchi qui dit la loi est votée, maintenant que c'est une approche de réponse au malaise qui était depuis quelques années noté dans le système politique au Bénin, et qu'il faut juste s'en contenter et attendre, voir les effets nocifs ou pas de cette loi au lendemain des élections. Est-ce que vous continuez pas à croire à l'ABDC que ce consensus sera trouvé, M. Togbe? Non, nous ne fermons pas la porte, nous n'envisageons pas qu'on ne pourrait pas trouver de consensus. Écoutez, si nous allons aux élections, et allons aux élections et tirons les conséquences, est-ce qu'on peut prévoir ce que ces conséquences-là pourraient être? Est-ce qu'on peut prévoir? Et si nous rentrons dans une situation où nous ne sommes même plus en mesure de nous asseoir pour tirer les conséquences, il vaut mieux tirer ces conséquences-là maintenant, aplanir les sentiers et pouvoir faire les élections dans la paix, dans la concorde et surtout dans la sérénité. Il faut que aussi bien l'électeur que le futur élu comprennent les règles avant d'aller compétir. Ce n'est pas après la compétition que, selon l'interprétation du moment, selon les circonstances, on va appliquer tel ou tel principe. Nous souhaitons vivement que tous les acteurs s'asseyent. Vous savez, le Bénin, on l'a toujours fait. Il y a des situations plus cauchemardesques que celle-là dans ce pays et qui ont fini par trouver de solutions heureuses. Et donc, nous pensons que, une fois encore, les acteurs politiques de tous bords, eh bien, une fois encore, ils ont pénétré un peu plus les incertitudes que ce fameux article 242 du Code électoral peut poser. Je reste avec vous, Dr Pierre Togbe. Il y a la théorie qui a été développée hier à la clinique électorale sur une confusion que certainement les députés qui ont voté cette loi-là ont eu donc à faire entre imposer le seuil de représentativité dans un État de type unitaire comme le Bénin, un État fort centralisé, et puis oubliant que nous ne sommes pas dans des pays comme l'Allemagne et d'autres pays qui ont des fédérations, une république de type fédéral. Est-ce que vous pouvez apporter plus de lumière à ceux-là qui nous écoutent actuellement pour qu'on puisse savoir comment on peut quitter cette zone d'impasse-là? Alors, vous savez, les députés de la 7e législature n'ont pas en réalité innové. Ils n'ont pas inventé le seuil de représentativité à des élections. C'est un principe qui existe, sauf que ce double degré de représentativité, la représentativité normale dans la circonscription, les gens vous ont élu, c'est parce que vous êtes représentatif. Mais parfois, en fonction de l'organisation de l'État en question, on demande un second seuil de représentativité qui est une représentativité, disons, au niveau fédéral. Parce que dans les États de type fédéral, eh bien, vous ne pouvez siéger que si que lorsque vous disposez d'une légitimité aussi bien dans votre circonscription qu'à l'égard de l'État fédéral. Et donc, on organise deux degrés à l'intérieur de votre circonscription, mais
pour voir si votre parti politique dispose d'une représentativité dans l'ensemble des États fédérés, on donne un seuil. Encore que ce seuil n'est pas aussi élevé, 5%, 3%. Donc les députés n'ont pas inventé en quelque sorte. Ce qui est remis en cause, c'est le fait que justement, on devrait pouvoir savoir ce seuil-là, les règles du jeu avant. Voilà. Parce que peut-être si on prend un exemple pratique, vous êtes élu, mais on impose un seuil de représentativité avant de prendre part au second tour. Oui. Et c'est conduit d'avance. Oui. Ici, ce n'est pas le cas. Oui, c'est en quelque sorte ce que tente de faire le législateur en mélangeant, comme il a été évoqué hier par l'un des participants que je ne veux pas nommer, le système dans un État unitaire comme le Bénin et le système qui est admis dans les États fédérés, des États de type fédéral. Alphonse Moïse Souré, des députés qui ont voulu peut-être aligner le Bénin sur un autre modèle. Il y a beaucoup de concepts qui ont été sortis à cette clinique, puisque c'est un diagnostic qu'il faut poser sur le patient malade. Alors, est-ce que ces députés-là auraient pu éviter cette confusion, cette contorsion de tout, en s'approchant des spécialistes de la question? Est-ce que ça a été loupé à partir de ce moment-là? Je crois qu'on a dit sur ce plateau que chaque député a droit à un cabinet. Et quand on vous envoie la copie de la loi étudiée, si ce n'est pas de votre domaine, vous avez la possibilité de faire appel à des spécialistes pour qu'on vous dissèque la loi sur laquelle vous devez statuer. Et si ça n'a pas été fait à ce niveau-là, les députés ont péché. Deuxième chose, moi je dirais, c'est peut-être une méconnaissance. En fixant ce seuil-là, on n'a pas étudié le degré de nuisance de ce seuil-là. On a voulu, je le répète, on a voulu démontrer à un certain nombre de partis que vous êtes fort chez vous, mais vous n'êtes pas fort au niveau national. Et on veut démontrer que les deux blocs de la mouvance ont la capacité, ont les moyens de mobiliser les 10%. Donc les autres, il faut les écraser. Disons les choses clairement. Nous étions sur un terrain politique. Mais malheureusement, l'arrosé a été arrosé. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement les partis de l'opposition qui demandent qu'on leur interprète la loi. Mais ceux qui ont voté cette loi aussi veulent comprendre. Ça veut dire qu'il y a un problème de méconnaissance, un problème, je ne dirais pas d'ignorance, mais en réalité c'est une ignorance. Parce que si le député savait que cette loi fait appel à des spécialistes, nous avons des spécialistes du droit cons au Bénin. Il y a des gens qui quand même, les députés pouvaient se réunir quelque part pour dire, appelons les spécialistes pour qu'on nous l'explique. Mais au-delà, on a voulu nuire à des gens. Et aujourd'hui, ça se retourne contre tout le monde. Parce que... On a vu ces assises d'Azalaï. Ça donnait quoi? Les députés de la minorité ont estimé que les propositions qui ont été faites n'avaient pas été prises en compte. Et ils l'ont dénoncé. Parce que ceux qui ont conçu la loi savaient où ils allaient. Et ils n'entendaient pas. Parce que si ce n'était pas pour faire du mal, au moment où on était en train de voter les lois, beaucoup de personnes ont dénoncé cet article. Beaucoup de personnes ont averti. Mais pourtant, on a gardé. Mais aujourd'hui, on se retrouve pieds et mains liés parce qu'on n'a pas la certitude soi-même d'obtenir les 10%. Parce que on a souhaité au départ qu'au niveau de la mouvance, qu'on ait 2 blocs. Aujourd'hui, on a combien de blocs? On est à l'au-delà de 4. Au niveau de l'opposition, nous ne savons pas combien de blocs on aura. Donc, on a commencé par s'inquiéter pour soi-même. Encore que, il faut d'abord remplir toutes les conditions avant de parler d'élection. Le problème, ce n'est pas ça seul. Et je dis, Dieu aime le Bénin. Dieu aime le Bénin. Ceux qui ont voté des lois liberticides, ceux qui ont voté des lois pour faire reculer la démocratie, ceux qui ont voté des lois pour régenter désormais les élections au Bénin, ils seront les premières victimes. À payer. Vigile Avancé, d'autres ont proposé un seuil de représentativité au sein de la circonscription au lieu de parler donc du plan national. Un tiers, ça a fuité hier dans les débats aussi. Vous pensez que, encore une fois, on pourrait régler ce problème quand finalement, je suppose que les députés retournent à l'Assemblée comme le souhaite l'ABDC et tout, pour modifier la loi. Quels sont peut-être les schémas possibles qu'on peut arpenter?
J'aime bien le pessimisme, pardon, l'optimisme de Pierre Togbé, mais je ne crois pas que les choses iraient dans ce sens-là. Je vous ai dit tantôt ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle aujourd'hui, par exemple. Il faut aller interpréter, il faut aller chercher les réponses, les possibilités. Quand on parle des acteurs à réunir, je ne sais pas. Il a au moins, et tout le monde sait, au Bénin aujourd'hui, qu'il a un acteur principal. Un acteur principal qui est au début et à la fin de tout. A commencé par la jeunesse de la loi elle-même. Vous avez dit qu'il y a un des députés qui dit que lui, il a voté en toute conscience. C'est ça, non? Mais oui. Et ça se sait. Je vais vous dire, les députés de la majorité eux-mêmes sentant le danger venir, il y en a parmi eux qui ont suscité, n'est-ce pas, à l'interne, qu'il y ait une relecture de cet article. Mais la réponse a été niette. Il n'y aura pas de relecture. Parce qu'il ne faut pas ouvrir la boîte de Pandore, c'est pas. Donc, ce n'est surtout pas maintenant qu'il faut ouvrir la boîte de Pandore. Et c'est là où je trouve que oui, même si la clinique a le mérite d'ouvrir, mais là, ouvert quand? Est-ce elle aussi, cette clinique-là, le médecin après la mort? Ou au chevet donc d'un malade agonisant? Je ne sais pas. On aurait pu le faire peut-être. Bon, encore que je trouve, oui. Ils auraient fait quoi? Quand vous demandez à Alphonse si les députés n'ont pas péché en n'associant pas les techniciens, mais vous avez oublié le fonctionnement de la 7e législature. La 7e législature, jusqu'au bout, a toujours voté les lois derrière la clôture. La 7e législature. Ça dit quoi, derrière la clôture? Sans associer les concernés. Je vais vous donner plein de cas. La loi sur l'embauche, les syndicalistes, les travailleurs, ils ont tous découvert ça comme ça. Vous vous rappelez cette loi votée à 2 h du matin, où on s'est retrouvé qu'on est dans un nouveau pays, en tout cas on n'a plus le droit de se réunir plus de 3, etc. Le bailleur est supprimé comme ça, et après on dit non, il faut attendre d'abord, on ne va pas appliquer ces dispositions-là. Les magistrats qui devaient être associés à l'étude, donc on a refusé délibérément, on dit non, envoyez vos notes là-bas et la commission va s'en charger. Vous vous rappelez, c'est la législature qui est en train de finir ça. Elle s'est complètement, n'est-ce pas, isolée pour fabriquer des lois qui, si la clinique devait fonctionner à fond, n'aurait plus à prendre d'autres patients que ça. Évacuation sanitaire directe. Vous le savez, ce que je dis, c'est peut-être caricatural, mais c'est vraiment la 7e législature. Pour réveiller le comateux, celui qui est dans le coma. Moi, je veux bien être pessimiste parce que je vis et je veux qu'on vive, quoi. Mais moi, je pense que ce qui nous arrive est extrêmement grave. Et je vois, qui me pardonne, le professeur Joël Aïvo, je vois son intelligence qui joue. Lui qui est, n'est-ce pas, qui surfe à l'international, quand ça va arriver, puisque malheureusement, c'est comme si on ne peut pas y échapper si les choses devaient rester ainsi. Je vous ai dit, ne serait-ce que l'interprétation de la Sénat, qui ne pourrait pas être peut-être la même chose que celle de la Cour constitutionnelle, avec tout le désordre que ça va engendrer. Justement, vous évoquez le nom de Joël Aïvo. Quand ça va arriver, lui, sa responsabilité à l'international, il dira qu'il aura averti. Et ce n'est pas jouer à Aïvo si vous suivez bien les choses. D'abord, c'est une question de rapport de force. Est-ce que si on retournait au Parlement aujourd'hui, si le consensus se faisait et qu'on retournait, est-ce que la majorité qui est là et qui entend contrôler les choses, qui a l'espoir que les choses ne vont pas lui échapper jusqu'au bout, est-ce qu'elle va être capable, n'est-ce pas, de garder son avance? Question de rapport de force. Est-ce que la BDC qui fait cette manœuvre n'est pas soupçonnée à aller chercher de travailler pour un camp donné? Devrais-je vous rappeler, n'est-ce pas, les derniers événements sur le campus avec ce qui est arrivé au doyen au doyen de la faculté de droit qui se trouve être, n'est-ce pas, le même président de même ABDC. Donc, tout ça, la mise ensemble,
je ne vois pas, n'est-ce pas, une révision de ce code-là à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas ce qui est possible de faire. Honnêtement, je ne sais pas. Attendons encore cette décision de la Cour constitutionnelle qui tarde à enfanter. Donc, attendons cette décision-là, puisque dans tous les cas, c'est elle qui imprime. Quand elle dira quelque chose, vous allez voir, la Sénat va prendre. Et si les acteurs politiques acceptent, on verra bien. Mais c'est une question de responsabilité. Tout le monde est aujourd'hui devant la responsabilité. Elle est grande. Souhaitons, n'est-ce pas, que nous soyons juste alarmistes, que les choses vont se passer normalement comme on rêve, comme on a souvent cru que le Bénin, oui, Dieu nous aime. Comme si vous pouvez penser que Dieu détestait tout le monde au Rwanda. Non, moi, soyons optimistes. Je veux l'être aussi. Les choses vont bien se passer. Mais cette loi-là n'est pas une bonne loi de mon point de vue. Elle n'aura pas ces auteurs qui eux-mêmes sont obligés, n'est-ce pas? C'est vrai, il y en a beaucoup qui se taisent. Ils se taisent. Pour ne pas tomber dans le ridicule. Oui, pour ne pas tomber dans le ridicule. On va voter la loi et se promener soi-même en train de demander qu'on explique. Alors, docteur Pierre Togbé, Joël Aïvo, hier, il disait que cet article n'aurait jamais pu accéder à l'avis juridique de la Cour constitutionnelle donc, du Bénin. Un citoyen saisit la même Cour pour donner une explication intelligible à l'article. Est-ce que vous voyez que la solution pourrait venir de ce côté? Merci, mais nous l'espérons en tout cas. Et nous pensons que la Cour constitutionnelle, notre Cour, dans l'histoire du Bénin, la Cour constitutionnelle est la seule qui a pu encore nous sortir des situations compliquées, dans beaucoup de cas. Dans le contexte actuel, vous avez encore nous espérons. Pourquoi ne pas croire aux institutions? Si il nous arrive dans ce pays de ne plus croire en nos institutions, nous sommes foutus. Et donc, nous pensons que la Cour peut nous sortir de cette situation. C'est possible. Tout est possible. Et le problème, c'est que l'interprétation, que l'explication de la Cour vienne le plus vite possible pour que les uns et les autres soient situés en dehors de la contrefaçon normative dont on parle. Mais c'est le fait aussi que les compétiteurs, les potentiels compétiteurs ne comprennent pas les règles du jeu avant d'aller jouer. Et donc, ce sont ces inquiétudes-là qu'il était important de révéler. À l'Association béninoise de droit constitutionnel, nous ne pensons pas que les députés votent les yeux fermés. Non, nos députés ne sont pas des députés godillots. Nos députés votent les lois qu'ils ont mûries, qu'ils ont réfléchies. Mais sauf que je ne vous arrête pas, monsieur Pierre Togbé. Vous étiez au niveau des assises ce jeudi à la clinique électorale. Le député Léon Basile Akossi, membre de l'Union sociale libérale, a dit devant tout le monde, lui a dit que ce sont des textes qui ont été portés par des députés, non des textes qui ont été élaborés par des députés. Oui, les députés peuvent porter des textes. Juridiquement, ce n'est pas impossible. Le gouvernement, qui a ses députés qui soutiennent son action, peut faire porter des textes par les députés qui soutiennent son action. Mais est-ce que les députés, actuellement, vous avez l'impression, puisque vous êtes juriste, vous avez passé au scanner cet article, est-ce que vous avez l'impression, en faisant le diagnostic, que le droit d'amendement du député a été exercé sur ce qui a été envoyé au Parlement? Sans doute, mais le problème c'est que nous pensons que les députés n'ont pas envisagé toutes les implications possibles de cette loi. Ils l'ont peut-être voté de bonne foi. Vous savez, l'une des raisons évoquées pour le vote de ce code électoral, c'est de diminuer les partis politiques, le nombre de partis politiques. Tout le monde est d'accord sur ce diagnostic-là, la prolifération. Il y a des partis qui n'existent qu'à la veille des élections pour disparaître aussitôt après les élections. Tout le monde est d'accord. Sauf que la thérapie, ou bien la thérapeutique, ne répond pas au diagnostic posé et risque d'achever le malade. Donc c'est pour cela, c'est pour toutes ces raisons que l'association a convié tous les acteurs. Une fois encore, je répète, tous les acteurs. Nous n'avons pas l'habitude d'être sélectifs. Quand vous insistez, tous les acteurs, vous avez convoqué le gouvernement aussi? L'Association béninoise de droit constitutionnel convoque toujours à ces séances
tous les acteurs, Vous avez aussi bien les acteurs institutionnels, aussi bien les acteurs institutionnels que les acteurs politiques, que l'association, la société. Vous avez escamoté la question, docteur Pierre Togbe, on vous comprend, puisque Vigile parle de quelques soupçons. On peut soupçonner l'association d'être... Non, mais je ne sais pas qu'on peut soupçonner l'association. Quand vous dites que, oui, juridiquement, on peut porter des projets de loi, c'est discutable, ce que vous dites est très discutable, M. Togbe, je suis désolé. Une proposition de loi, c'est pourquoi c'est distinct. L'auteur, c'est le député. Le projet, le gouvernement suit, n'est-ce pas, le circuit, je ne vous l'apprends pas. Et donc, c'est un raccourci, c'est à la limite une faute, et vous le savez, que de faire ça. Et ça a été, n'est-ce pas, disons, le cheminement tout le temps de la plupart des lois, des dites propositions de loi à l'Assemblée. On échappe ainsi. Et ça fait partie, n'est-ce pas, au des problèmes qu'on a. De la Cour suprême. Parce que ça suit ce qui serait bien, l'idéal, est que, comme l'enfant prodigue, les députés qui ont fait voter cette loi se retrouvent et corrigent la loi. Parce que si on se rend compte aujourd'hui, on s'est déjà rendu compte que cet article prête à confusion, que ce soit de la part de ceux qui ont porté, étudié et voté la loi, que ce soit de la part des autres, c'est l'interprétation de cet article-là prête à confusion. Et quand ça se passe comme ça, on a la possibilité, comme l'a expliqué le docteur, on a la possibilité de se retrouver pour dire qu'est-ce qu'on va faire. Nul n'a le droit, dans ce cas-là, d'afficher sa têtutesse. Parce qu'il faut aller directement pour dire, nous n'avons plus beaucoup de temps. Allons très vite, le BMP revient à la base. Donc, pratiquement au terme de cette émission. Et vous connaissez à l'Assemblée ou bien... Le docteur Pierre Togbe de nous dire, si éventuellement les députés se réunissaient, que suggère la BDC aujourd'hui en termes d'unicité d'interprétation, de modification de la mouture de la loi? Alors, si les députés se réunissaient, eh bien, les députés peuvent adopter une lecture commune. Est-ce qu'on retourne à l'approche proportionnelle comme habituellement Pourquoi pas? Soit on adopte... Ça veut dire que la réforme tombe complètement. Oui, que vaut une réforme qui pourrait susciter des tensions? La réforme, c'est pour avancer. Une réforme, c'est parce qu'on a constaté qu'un certain nombre de choses ne marchent pas, ne fonctionnent pas, qu'on veut améliorer. Donc, si la réforme est de nature à compliquer davantage la situation, il vaut mieux se retrouver. Soit adopter une lecture commune, ce n'est pas impossible. Tous les députés, aussi bien de l'opposition que de la mouvance, peuvent adopter une lecture commune ou carrément dire, franchement, couper... Et ça pourrait impliquer le report des élections et violer la Constitution et la BDC. Enfin, et la Cour et les citoyens aviseront. Merci à vous, docteur Pierre Togbe, docteur en droit public, membre engagé au sein de l'Association béninoise de droit et constitutionnel, une organisation qui a initié ce jeudi la clinique électorale pour passer au scanner tous les dysfonctionnements et poser le diagnostic nécessaire sur le processus électoral, notamment sur le code électoral. Vigile avanceur, Alphonse Moussoulé, merci à vous. L'intégrale pour le compte de cette semaine s'en est définitivement fini. Merci donc d'être resté fidèle depuis le lundi. Ce fut un plaisir. À bientôt.